À la une ce soir, le 10e carrefour ordinal de la chirurgie dentaire à Yamoussoukro, les conditions de travail des médecins au centre des échanges. Plus de 100 kits scolaires remis aux élèves et aux femmes alphabétisées de Gonzagueville dans la commune de Port-Bouët, un don de l'ONG Omega International Plus. Enfin, l'exploitation du pétrole et du gaz en plein essor au Ghana, une situation qui n'est pas favorable à la pêche et à l'agriculture. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Commençons tout de suite par le ras-le-bol d'une école primaire publique de la commune d'Atekoubé. En effet, l'EPP Jacob Williams est en train de se transformer en lieu de dépravation des mœurs. Outre ce problème, cet établissement scolaire est fortement dégradé. Les parents et enseignants proposent ce soir une solution. Ils veulent que cette institution ferme. Ils envisagent également d'entreprendre des travaux de rénovation. Guillaume Zéré et Herman Niamia. À Tekoubé, dans cette chaude atmosphère de commerce et de trafic routier se cache une école. L'EPP Jacob Williams. Vieille d'à peine une vingtaine d'années, ce groupe scolaire perd au fil des jours sa réputation de lieu d'enseignement. Le balai des passants à longueur de journée dans cette école en dit long. Passage pour les hommes, mais aussi pour les animaux. Les confidences hors caméra des parents et enseignants sont édifiantes. L'école est aussi un vaste fumoir et une fois la nuit tombée, elle se transforme en dortoir pour délinquants. Décor extérieur pas reluisant, décor intérieur tout aussi saisissant. Sur la vingtaine de salles de classe que compte l'établissement scolaire, c'est la désolation. Murs délabrés, plafond qui risque de tomber à tout moment sur un élève et ces odeurs d'urine et fécale qui perturbent la concentration des élèves et enseignants. Jacob Williams, une école en détresse où règne aussi l'insécurité. À en croire l'un des responsables du comité de gestion, les agressions sur les enseignants sont régulières, même pendant les heures de cours. Et pendant la récréation, pour leur sécurité, les enseignants restent en groupe. Effet majeur, obligation d'arrêter le cours à 16 heures. Parce qu'ici, tous les jours, il y a un match de Maracana organisé par les jeunes. Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët, était récemment en fête. La raison du matériel scolaire a été remis aux élèves et aux femmes alphabétisées de la municipalité. C'est un don de l'organisation non gouvernementale Omega International Plus. Cette structure veut ainsi soutenir les personnes vulnérables et les couches défavorisées. Christine Ba est la présidente de l'ONG Omega International Plus. Elle a créé cette organisation en 2005 avec pour mission essentielle d'aider, de soutenir et d'instruire les orphelins, les enfants vulnérables et les personnes en difficulté. Pour respecter la tradition au sein de l'ONG Omega International Plus, la présidente a distribué des fournitures scolaires. Principaux bénéficiaires, une centaine d'enfants de Gonzagueville accompagnés de leur maman. Comme chaque année, les kits scolaires, nous distribuons, nous donnons à ces personnes, aux enfants des familles démunies, aux orphelins. Nous avons enregistré 400 enfants. L'ONG Omega International Plus, basée à Port-Bouët, œuvre aussi dans le domaine de l'alphabétisation des femmes. Celui qui ne sait ni lire, écrire est comme un aveugle. Alors, sachant cela, nous avons instauré l'alphabétisation et ces moments-là recevront aussi des cours en alphabétisation, donc la couture, la coiffure, la décoration de tout genre. Christine Ba, la présidente de l'ONG Omega International Plus, entend poursuivre ce combat pour aider les couches défavorisées à sortir de la pauvreté. Un reportage de Serge Collier. Au chapitre santé, le 10e carrefour ordinal de la chirurgie dentaire. La rencontre s'est tenue récemment à Yamoussoukro, dans la région des Lacs. 3 points au centre des échanges: l'amélioration des conditions de travail des chirurgiens dentaires, la diminution des taxes et l'exercice illégal du métier. Kouadio Kwame de RTI Boaké. Yamoussoukro, au pied de la basilique Notre-Dame de la Paix, se tient le 10e carrefour ordinal de chirurgie dentaire.
une initiative du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire. Ce forum réunit plus de 100 chirurgiens dentistes venus de tout le pays. Son objectif, créer un cadre d'échange relatif aux activités de la chirurgie dentaire. C'est autour du thème « L'exercice de la chirurgie dentaire en Côte d'Ivoire, défis et opportunités » que des spécialistes ont animé plusieurs ateliers. Après 40 ans d'existence de notre institution, nous avons donc décidé aujourd'hui de passer en revue toute notre activité au niveau de nos cabinets privés. Comment les rendre plus rentables tout en exerçant cette fonction de santé publique. Les différents intervenants et le parrain de la cérémonie, le ministre du Tourisme, reviennent sur l'importance de la chirurgie dentaire dans le maintien d'une bonne santé. Il faut féliciter l'ordre des chirurgiens dentistes pour ce dynamisme. Faire une sensibilisation au niveau de la population ivoirienne pour que les Ivoiriens s'approprient le bon entretien, la bonne santé de leurs dents. Et le deuxième message, c'est qu'il y ait une sensibilisation aussi au niveau des classes scientifiques dans les lycées pour susciter des vocations. La diminution des taxes et impôts, la concurrence déloyale menée par de nombreux cabinets dentaires sont entre autres les mots que ce 10e carrefour ordinal de chirurgie dentaire dénonce. Comment développer la production risicole en Côte d'Ivoire? Un atelier sur le riz s'est tenu récemment à Bouaké, au centre de recherche d'Africa Rice. Selon les semenciers privés, il faut améliorer les semences fournies aux petits producteurs. Les explications de Walter Amadou Ouattara de RTI Bouaké. Le centre de recherche d'Africa Rice à Ambé, situé à 20 km de Bouaké sur l'axe Mina-Akatiola, a abrité un atelier régional entre sémenciers. Cette rencontre entre partenaires privés vise à améliorer la fourniture de semences de qualité de riz aux petits producteurs. En utilisant bien sûr les variétés améliorées par Africa Rice avec son partenaire, des systèmes nationaux et bien aussi internationaux, et l'équipement approprié pour tout ça, on a ici pour faire le vraiment partenaire concret, clair avec les privés secteurs. Financé par la Banque africaine de développement BAD, le présent atelier a permis aux acteurs de l'espace risicole africain de solliciter de l'aide afin d'assurer l'autosuffisance en semences. Notre principale difficulté, c'est le non-appui de la filière semencière. La non-application de la législation semencière, et il y a beaucoup d'interférences d'autres acteurs qui ne sont pas du secteur, qui s'approprient donc de notre filière pour s'enrichir. 70% des 20 millions de riziculteurs africains, dont la majorité est féminine, sont considérés comme de petits producteurs. C'est pourquoi Africa Rice met l'accent sur ce secteur essentiel pour une amélioration de la production de riz sur le continent africain. Au Ghana voisin, d'importantes réserves de pétrole et de gaz ont été récemment découvertes dans la région ouest. Une aubaine pour le pays qui veut réduire sa dépendance énergétique. Mais les pêcheurs et fermiers, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils dénoncent des dégâts écologiques fatals pour la production agricole. Au Ghana, le secteur énergétique est en plein boom. 5 ans après avoir commencé à exploiter son premier gisement de pétrole avec le champ sous-marin de Jubilee, le pays se tourne désormais vers le gaz naturel. Lors de l'inauguration d'une usine à gaz l'an dernier, le président John Dramani Mahama a même affirmé vouloir en faire sa priorité. Cette centrale, je pense, est encore plus importante que le pétrole en raison de son effet multiplicateur en termes de création d'emplois, ainsi que pour la sécurité énergétique du Ghana. Je suis beaucoup plus enthousiaste aujourd'hui vis-à-vis de cette raffinerie de gaz que je ne l'étais lors de l'extraction des premiers barils de pétrole. Mais l'installation de cette usine produisant 500 MW suscite bien des inquiétudes. Les habitants de la région vivent principalement de la pêche et de l'agriculture. L'exploitation du gaz représente une réelle menace sur leur mode de vie traditionnel et leur environnement. La nuit, on ne peut pas dormir à cause du fonctionnement de l'usine.
Il fait plus chaud. Cela affecte notre agriculture. Les cocotiers et les plantes s'assèchent. Les pêcheurs se plaignent également de la zone d'exclusion de 500 mètres autour des puits. Des algues nauséabondes encombrent leurs filets et les stocks de poissons semblent diminuer. Ces mauvaises algues nous dérangent énormément. L'exploration pétrolière a causé beaucoup de difficultés sur les zones côtières. Les poissons ont commencé à mourir et nous avons entendu dire qu'une technique utilisée pour les forages de pétrole en est la cause. Nous n'attrapons plus autant de poissons qu'avant dans les zones côtières et à cause du forage, une odeur nauséabonde vient de la mer. Toutes ces inquiétudes ne vont pas arrêter l'exploitation pétrolière et gazière pour autant. Malgré une production de seulement 100 000 barils par jour, soit quasiment 20 fois moins que son voisin nigérian, le secteur est considéré comme un relais à la croissance économique du pays. En effet, l'économie du Ghana repose aujourd'hui principalement sur l'or et le cacao. Le gouvernement souhaite multiplier par 6 sa production de brut d'ici 2018 afin de briser sa dépendance envers le Nigeria et en finir avec les coupures de courant qui peuvent durer toute une journée. Panique chez les touristes en Égypte. Les visiteurs britanniques et russes continuent aujourd'hui de quitter le pays où la police a tué un important chef de la branche égyptienne de l'organisation État islamique. Des violences au Burundi. 9 personnes ont été tuées et un policier blessé aujourd'hui lors d'une opération de police dans un quartier contestataire de Bujumbura, la capitale. Une situation à quelques heures d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies au sujet du Burundi. Le Burkina Faso en campagne électorale depuis hier. C'est donc le tout premier scrutin présidentiel de l'après Blaise Compaoré, 14 candidats en lice. Plus loin en Birmanie, la Ligue nationale pour la démocratie remporte, selon des résultats partiels, 35 des 36 premiers sièges de députés attribués. Le parti de l'opposante Aung San Suu Kyi a donc revendiqué aujourd'hui une victoire écrasante. Aung San Suu Kyi et la LND, Ligue nationale pour la démocratie, sont aux portes du pouvoir en Birmanie. 25 ans après les premières législatives dans le pays, les élections du dimanche semblent tourner à l'avantage de la Dame de Rangoon. Selon les premiers résultats donnés ce lundi par la commission électorale, la LND a raflé 35 des 36 sièges annoncés. Face à cette victoire qui se profile, même si Aung San Suu Kyi est confiante, elle préfère jouer la carte de la prudence. Les résultats définitifs sont attendus dans les prochains jours. Mais à Rangoon, dans la capitale birmane, des milliers de militants se sont rassemblés devant le siège de la LND pour célébrer déjà la victoire. Une victoire qui symboliserait la grande révolution et le retour de la démocratie après plusieurs années de dictature militaire. Mais la LND a besoin de remporter au moins 330 sièges au Parlement pour avoir la majorité. Dans ce cas, le parti pourra choisir le prochain président. En Birmanie, c'est le Parlement qui élit le chef de l'État. Aung San Suu Kyi ne peut occuper cette fonction car mariée à un Britannique. La Constitution interdit l'accès à la fonction suprême à quiconque a des enfants de nationalité étrangère. Un commentaire de Gabriel Zani. Du football en images, les Congolais du tout-puissant Mazembe de Lumumbashi ont remporté hier leur 5e titre en Ligue des champions d'Afrique après leur victoire 2-0 à domicile en finale retour face à l'Union sportive de la Médina d'Alger. Voilà, on se retrouve demain à 19h30. Passez une très belle soirée sur RTL2.